Ok, alors à la base, le Garage Talks aujourd'hui, c'était ce que j'appelle du housekeeping. C'est-à-dire qu'en gros, je regardais tout ce que j'avais coupé récemment des Garage Talks, qui sont déjà, maintenant ils sont longs comme des lecards, donc il faut que je fasse des lecards d'1 heure pour compenser, tu vois le délire. Donc en gros, je prenais toute la pellicule qu'il y avait dans la cutting room, tu vois, puis j'en faisais quelque chose de bien. C'est un truc que vous vous rendez pas forcément compte, mais je coupe déjà énormément de trucs. Souvenez-vous qu'à une époque sur TikTok, je faisais des vidéos de 3 minutes. On disait c'était trop long, parce qu'il y en avait pour 8 ou 9 minutes à la base. Devinez, maintenant les vidéos font 20 minutes. Appliquez le même ratio. Ça donne souvent un effet plutôt cool, parce que du coup, il y a des bouts, des rémanences de ces trucs qui ont été coupés, qui sont gardés dans les vidéos, parce qu'au fur et à mesure de mes scripts, j'aime bien dire des trucs en partie qui seront pertinents en partie 2 et qui seront callback en partie 3. Et du coup, ça donne cette impression de tout quand tu regardes genre tous les Garage Talks bout à bout. Ce que vous faites quand vous mettez la playlist pendant que vous jouez à autre chose à côté. J'ai les infos. Je le sais. C'est un truc que j'aime particulièrement parce que ça m'évite de parler trop tôt d'un sujet et du coup de dire de la giga merde. Du coup, ça me rend parfois... Ça me donne l'air plus crédible que certaines parutions, qu'elles soient italiennes ou britanniques, sous cousin. Mais là, mon housekeeping final, avant de sortir une vidéo explicative, genre pas trop loin en amont du week-end pour les purs novices, elle va devoir prendre ombrage parce qu'il y a une petite subtilité. Il s'est passé des trucs, quoi. On va rentrer dans le vif, hein, parce qu'on va pas passer 107 ans sur l'intro. Si vous voulez soutenir la chaîne, code Clippy, 10% de réduction chez Oli Energy, ça fait 10% de commission pour moi. Ça soutient infiniment. Si vous voulez ni gourde ni poudre, il y a le Super Fangs, vous pouvez laisser un commentaire style oh BG les lunettes et je vais faire c'est pas payé. Ça aide au référencement en plus. Ce qui aide aussi au référencement, c'est le boost et ça c'est gratuit parce que je comprends que tout le monde veut pas ou ne peut pas soutenir la chaîne financièrement et c'est complètement ok. Le petit commentaire de référencement, le petit like, le fait de partager la vidéo à un copain. Quoi que vous fassiez, les temps sont durs, les temps sont troubles, faites gaffe à vos sous, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Bon, bienvenue dans Garage Talks. Alors depuis que je suis petit, parce que mon papa regardait les chaînes d'information en continu, il y a une phrase que j'entends en boucle environ tous les 3 jours. La situation au Moyen-Orient est pour ainsi dire tendue. Et bah là, la tension elle a pété l'élastique, il vient de sauter à la gueule. Encore. Bon, vous vous en doutez, je vais pas parler de guerre parce que je parle pas de politique en général, parce que je me contrebranle du bail. Oh, tu peux te branler de la politique, mais la politique ne se branlera pas de toi, hein, elle s'occupera de ton cas. Et c'est une phrase qui ne veut rien dire. Vous avez tellement surutilisé cette phrase à la con, vous vous rendez pas compte que ça veut rien dire parce que la réciproque n'est pas vraie. La politique, elle s'en bat les couilles de vous parce que vous n'êtes pas actionnaire en fait. Partir de là, foutez-moi la paix. Moi, je parle de bagnole, mais là, le problème, c'est que j'ai besoin de contextualiser le fait que actuellement, il y a des missiles qui se cassent la gueule de partout et qu'on va sûrement pas tarder à avoir des engagements BVR entre le F-35 américain et le F-14 qui a été vendu aux Iraniens il y a moult temps maintenant, bien que je doute que les Iraniens aient encore des missiles Phoenix. Et s'ils ont des missiles Phoenix, les missiles ont 40 ans. Donc à mon avis, ils vont même pas se séparer du rail. On se fendrait nettement plus la gueule si on était dans la timeline Crimson Sky et que là, actuellement, la 5e gène de chasseurs, c'était des BI-1 qui se foutaient sur la gueule avec des ME-163 Comet et des X-1C. Il y a une version du X-1 qui a un canon monté dans le nez juste pour tester l'effet justement du tir à vitesse supersonique. Alors vous qui crevez d'envie pour un lecar sur un avion, soit dit en passant, lecar c'est un acronyme, ça veut dire chronique automobile romancée à la base. Chronique automobile, ça fait du sens. Romancée, c'est parce que j'en fais toujours des caisses et que des fois je forgo quelques trucs au profit de l'histoire. Quand on a commencé à parler de moto, c'est resté le cas parce que c'est devenu chronique automotive romancée, le mot automotive incluant les deux en anglais. Là, si je dois en faire un jour, ce sera toujours le cas, mais ce sera aérospatial, le A. J'ai tout prévu. Bref, avec tout ce merdier-là, du coup, il y a plusieurs GP qui pourraient sauter. Le focus sur le Moyen-Orient, ça date pas d'hier, parce que Bahreïn, c'était 2004. On roulait 2 jours, d'ailleurs, à l'époque. On roulera de nuit là-bas qu'à partir de 2014. En 2009, on a rajouté Abu Dhabi. Et puis en 2021, l'expansion était quand même bien vénère parce qu'on a eu Jeddah et le Qatar. Et même si le Qatar était là par substitution, il reviendra de manière permanente à partir de 23. D'ailleurs, Jeddah aussi est techniquement pas un circuit définitif, parce que c'est le temps qu'ils construisent la route arc-en-ciel. Là. Bref, comptez-les, ça fait 4 circuits dans une zone de guerre. C'est relativement la merde, au point où Pirelli a décidé d'annuler ses tests pneumatiques à Bahreïn. Bon, c'était pas très grave, c'était des tests pneus pluie. Bon, quel intérêt de tester des pneus qu'on n'utilisera jamais. La sécurité du staff étant la priorité, des dernières news que j'ai, qui datent du 28, le staff est safe et sont dans leur hôtel à Manama. Manama qui n'est pas l'imitation de Mercedes dans GTA
c'était à Vice City, Manama qui est la capitale de Bahreïn. Bon, je doute pas qu'ils vont pouvoir rentrer sans trop de problèmes, touche du bois. Par contre, il va y avoir un monde où Jeddah et Bahreïn, deux grands prix qui arrivent dans c'est quoi, c'est les 4e et 5e grands prix respectivement, je crois. Bref, vont complètement sauter. C'est pas confirmé, c'est pas sûr. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de source fiable, donc autre qu'anglaise. C'est même pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas de source fiable sur le fait que ça va être décalé ou annulé. Et entre-temps, Ben Sulayem a pris la parole pour dire que que dalle en fait, il a juste pris la parole pour rien dire, un petit peu comme moi là maintenant. Mais c'est complètement probable en vrai. Alors je sais qu'il y en a plein parmi vous, des vétérans du sport, des viewers qui sont là depuis longtemps, qui vont me dire que Jeddah 2022, où on a littéralement une installation Aramco qui est strike par un missile à quelques bornes du circuit, on a quand même roulé. D'ailleurs, c'est pendant la FP1 que l'installation est pète. D'autres vont me citer Bahreïn, mais en 2012, où, souvenez-vous, hein, le pays était encore troublé, le printemps arabe, tout ça. Et dans ces deux exemples, effectivement, la FOM et la FIA ont décidé de rouler. Peu importe ce qu'en pensent les pilotes. Je me souviens d'ailleurs, pour Bahreïn 2012, le GP, il passait à la télé. C'était encore sur TF1 à l'époque, donc nous, à La Réunion, on pouvait regarder sur antenne. Je me souviens que TF1 n'avait pas pris le risque d'envoyer les commentateurs sur place. Ils étaient en régie à Paname. Voilà, ils nous le disaient directement. Juste voilà, c'est pour ça je crois qu'on n'avait pas eu d'F1 à la une habituelle, on n'avait pas eu de grid walk à cause de ça. Mais là, il y a une nuance entre ces deux grands prix-là, où l'annulation s'est pas faite, et ces deux grands prix qui viennent, où l'annulation pourrait se faire. C'est que Jeddah, on était déjà sur place, par exemple. Et que je suis certain que les grosses têtes, vous savez, ceux qui prennent des décisions exécutives qui coûtent beaucoup de fric, se sont dit non, c'est une trop grosse perte de fric si on part maintenant. Et oubliez pas que ce sont des entreprises, et pas des petites entreprises, c'est des corporations, c'est des giga gros trucs qui brassent une quantité de fric intolérable. Et dans ces endroits-là, c'est le profit avant tout. Et d'expérience, ou plutôt devrais-je dire de témoignages, en ayant été satellite à une situation similaire, je sais que c'est beaucoup moins cher pour une société comme ça de se bouffer un éventuel procès en cas de catastrophe que d'annuler un événement hors de prix. Je partage évidemment absolument pas l'avis, mais je comprends le raisonnement. Et il faut que vous arriviez à discerner, hein, genre on peut comprendre un raisonnement et être complètement en désaccord avec ce dernier. Des fois en commentaire, vous avez l'impression que quand je comprends quelque chose, je le cautionne. Comme par exemple quand Alpine est passé au moteur Mercedes, il y en a beaucoup qui m'ont pris en grippe parce que je justifiais ce qu'ils faisaient. Pas parce que je comprends que je suis content. Nuance, c'est mère de sûreté, c'est pas une vraie expression. Quant à Bahreïn 2012, rappelez-vous que l'année précédente, en 2011, le Grand Prix avait été annulé parce que justement, trouble civil, printemps arabe. Et même s'il y avait des menaces en 2012, le calme était suffisamment revenu pour que ce soit pas un énorme frein. Parce que vous savez ce qui était pas bloqué, ce qui va l'être là énormément, la logistique. Je sais que c'est pas sexy de parler de logistique et de fret, mais littéralement, ça doit être le business le plus important du monde. Demandez à l'armée russe ce qu'ils en pensent. On a des gros tanks, sa mère. Oui, mais t'as pas d'essence. Ah. Mais là, en plus d'avoir des Tomahawks qui vont tomber à 10 bornes du circuit, disons que la distribution du fret va être absolument cataclysmique. Les espaces aériens actuellement là, hein, dans cette zone-là, sont fortement limités, voire pour certaines régions totalement fermées. Et ça inclut le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Par conséquent, le trafic civil est fortement perturbé. Ce qui veut dire que le fret va l'être aussi. La majorité du fret FOM, il passe par les airs et il y en a une portion qui passe par la mer. Et disons que par la mer, c'est pas top non plus là actuellement parce que bon, au détour d'un détroit, tu peux te retrouver face à un porte-avions. Et ça, c'est un problème que la FOM ne peut pas régler à coup de fric. Où sont les Diamond Dogs quand on a besoin d'eux? When you can't even say my name. Cette musique n'a jamais été dans MGS5. C'est pas pour autant qu'on va arrêter le même. Il y a aussi des risques de ramification pour l'Australie. Parce que le Moyen-Orient est souvent utilisé comme layover, comme escale, avant d'aller en Australie. Pour les pilotes, on s'en fout un peu. Il y a plein d'autres routes, qui soient absolument chiantes ou pas, qui leur permettront d'aller en Australie. Genre, si vous êtes britannique, il me semble qu'il y a un direct de 18 heures Londres-Sydney. En tant que réunionnais qui s'est déjà tapé moult Réunion-Paris, force. Parce que 11 heures, c'est déjà trop. Ah, boum, s'il vous plaît, ramenez-nous un Concorde moderne rapidos. Il y a des équipes qui, justement, après les essais hivernaux, ont laissé du matos à Bahreïn parce qu'ils savent qu'ils repassent par là après et que ça coûte beaucoup moins cher de faire expédier du matos du Moyen-Orient vers l'Australie que de l'Angleterre où ils sont à peu près tous basés, ou de l'Europe, dans le cas de Ferrari et Vicarb. Il y a aussi la F2 qui est face à un chouette problème là, mais pour une fois, c'est pas les moteurs mécachromes. Et donc, si pour l'instant rien d'officiel n'a été annoncé, en tout cas confirmé par la FIA, la FOM, au moment où moi je déblatère mes lignes, ça peut changer. Si vous êtes dans le futur, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, ça nous laisse face à un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 4 GP qui, si la situation n'est pas résolue d'ici la fin de l'année, sont pas praticables du tout, quoi. Bon alors, des GP qui ne se font pas, on en a déjà eu. Souvenez-vous, Big 2020, il va se passer un truc qui
transforme ma monétisation en dollar jaune, donc on va pas parler de ça. C'est passé un truc qui a engendré un confinement chez nous, vous vous souvenez de ça? Un confinement qui était finalement la routine pour ceux qui avaient l'habitude de pas sortir de chez eux, qui était très très dur à vivre pour ceux qui ont vraiment besoin de s'oxygéner tous les jours, et qui était peut-être un break bienvenu pour d'autres. Les autres étant moi, je travaillais aux impôts à l'époque, mon rapport à l'humain s'était bien dégradé et rester chez moi était soudainement paradis. Mais ça a apporté un gros lot de problèmes pour la FOM en fait, le truc qui a créé le confinement là. Et après l'annulation du GP d'Australie, qui par ailleurs il me semble, il y avait le fret sur place, tout le monde était sur place, l'annulation elle a dû être très coûteuse. Donc ça contredit un peu ce que je disais sur le fait que la FIA ou la FOM n'ont pas annulé des trucs si le fret est déjà sur place. Mais à l'époque, il me semble aussi, et surtout que c'était une volonté des organisateurs à Melbourne, donc local, donc peut-être même le gouvernement australien, plus que de la FOM. J'ai vague souvenir qu'ils n'étaient pas d'accord. Bref, après le kerfuffle en début d'année et du coup le fait que tout le monde était cloîtré chez eux, la FOM a dû improviser et nous a sorti un calendrier exceptionnel, dans le sens qui fait exception. C'était peut-être pas les meilleurs circuits ever, mais il y avait le Nürb qui était de retour et ça, c'était super. Donc on sait qu'ils peuvent improviser en cas d'urgence. Et là, de ce que je lis, la majorité... alors, il n'y a rien de tangible. On est le 2 mars, il est 12h59. Il n'y a rien de tangible qui a été dit pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel qui a émergé pour l'instant, ou alors j'ai pas encore trouvé. Peut-être que ça a été dit entre 10h et 12h59, sauf que moi, ça fait 2 heures que je tourne, en fait. Pour l'instant, le truc le plus probable, ce serait qu'ils décalent les Grands Prix. Ce qui ouvre à plein d'autres questions. Déjà, tu décales à quand? Tu décales après la trêve estivale, soit c'est assumé que le conflit durera pas plus de 6 mois, et si éventuellement oui c'est stabilisé dans 1 ou 2 mois, est-ce que du coup on aura la place dans le calendrier, parce que du coup ça va transformer des double headers en triple headers, est-ce que ça va pas du coup un peu crever tout le monde, est-ce qu'il va pas y avoir des problèmes logistiques là encore? Moi je comprends qu'ils veulent pas annuler complètement parce qu'il y a des contrats, il y a sûrement des pénalités à payer, plein de trucs chiants, et je me doute aussi, je sais pas combien rapporte un Grand Prix de Formule 1 sur la totalité d'un week-end, mais même en admettant que ce soit que quelques millions, je pense pas que la FOM veuille se passer de 4 fois quelques millions cette année, tu vois. Donc je comprends qu'effectivement, la volonté de décaler les Grands Prix est plus importante que celle de tout simplement les annuler. Même si c'est la chose la plus logique à faire en l'état. C'est-à-dire en gros de les avoir semi-annulés, de poser une option sur le fait qu'on sera là, si les choses sont stabilisées ou pas. Notez que si les choses sont pas stabilisées et qu'on annule tout, le final de la saison c'est Vegas. Moi, le scénario qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que si ça doit être totalement annulé, il nous fasse un petit peu un retour de ce qu'on a vu en 2020 avec 2 GP au même endroit pour combler les trous. Par exemple, le Grand Prix de Bahreïn est censé avoir lieu après celui du Japon. Moi, du empereur de la FIA actuellement et de la FOM, là les deux, parce que moi c'est un seul truc en un seul package, je vois que c'est la guerre et qu'il y a des missiles qui tombent à 10 bornes du circuit, on n'y va pas, déjà ça c'est net, et vu que là pour l'instant on n'a pas de solution de secours, on va rouler 2 fois au Japon. D'autant que j'ai vérifié et que au 12 avril, donc date du Grand Prix de Bahreïn, il y a rien à Suzuka. Il y a bien un event de karting, mais je pense que tu peux laisser place à la Formule 1 par rapport au karting. Je pense que Suzuka sera très content de reschedule. Mais surtout, le circuit de karting Suzuka, c'est pas le circuit de Grand Prix. Donc il y a rien qui s'y oppose. Rien du tout. Par contre, pour remplacer Jeddah, c'est un peu plus compliqué. Parce que Jeddah venait juste après. On va pas faire 3 fois Suzuka, à mon grand regret. Alors on pourrait faire 2 fois le Grand Prix qui vient après. Mais le Grand Prix qui vient après, c'est Miami, qui est un circuit semi-urbain. Un peu comme Melbourne. Et le truc, c'est que je sais pas s'il y a des events qui se chevauchent et si ça va pas être impossible parce qu'il y a le Hard Rock Stadium au milieu et c'est peut-être la merde. Ou plus logiquement que la mairie ne veuille pas nous filer d'autorisation parce que je vous rappelle que les gens adorent apparemment manifester quand il y a un Grand Prix qui arrive dans leur rue. Les gens près de Laguna Seca aussi ont décidé de construire des baraques près d'un circuit et de se plaindre des bruits. C'est plus compliqué que ça le truc à Laguna Seca. On n'en parlera jamais mais c'est plus compliqué que ça. Donc il y a un monde où la mairie nous laisse pas faire la doublette et je connais pas le maire donc on va pas pouvoir s'arranger. Et dans ce cas-là, vous et moi on est d'accord, on veut, allez viens, mais on met Spa à la place, on met le Nürb, le layout GP bien sûr. Mais le plus logique c'est un circuit qui serait FIA grade 1 en Amérique du Nord. Alors, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le grade 1 FIA, pas de problème. La FIA a des grades pour les circuits et dépendant de ces grades, certains levels, certains niveaux de sport automobile peuvent être roulés. Et le grade 1, c'est le grade suprême, d'accord? La FIA te laissera pas tenir un Grand Prix de Formule 1 au circuit de la Jamaïque à Saint-Denis de la Réunion parce que c'est pas grade 1, tu vois. Je pense même pas qu'on est FIA gradé, mais genre si quelqu'un sait, dites-moi quel grade on est. Alors, ce grade-là, il est drôle de ouf parce que on a accordé le grade 1 à des circuits qui devraient pas l'avoir. Typiquement, Monaco et Vegas devraient pas être grade 1. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais en Amérique du Nord, en circuit permanent, on a que 2 circuits qui sont grade 1. On a Kota et on a l'Indianapolis Roval. Alors pour la variété, moi du empereur du sport, on met le Roval Indianapolis. En plus, c'est marginalement moins loin de faire Indy, Miami par la route. Donc c'est mieux pour le fret, c'est moins cher. D'autant que maintenant, on a un layout Roval où on n'a pas besoin de passer sur le banking. Donc Pirelli peut pas nous faire une Michelin. Mais connaissant la FOM et la FIA, je pense que s'ils doivent choisir, ils iront à Kota.
ça, parce que c'est une valeur sûre, que c'est connu, et les équipes préféreraient aussi. Et elles vont sûrement avoir un certain poids politique dans ces décisions-là. Par contre, la fin de la saison, ça va être giga chiant, parce que Vegas est un circuit temporaire, donc la doublette, c'est compliqué, et même éventuellement le décaler à une autre date pour mettre le Brésil à sa place et rouler 2 fois, c'est compliqué parce que c'est pas un circuit permanent. Et c'est déjà assez la merde comme ça, niveau autorisation et niveau trafic à Vegas, de bloquer tout le strip pendant un week-end. Et c'est très très peu probable au niveau fret que ce soit réalisable de nous faire Brésil, Vegas, Vegas, Brésil. Donc il y a un monde où on va vouloir remonter en Europe pour les 2 GP restants. Or, problème, on sera en fin d'année là, on sera déjà en novembre et décembre même pour Abu Dhabi. Disons qu'en Europe, il fait plus très chaud à ces périodes-là de l'année. Et que même si on allait rouler à Barcelone et, je sais pas moi, lequel des deux est le plus au sud, Mugello ou Monza? Ouais, bah ça se joue entre le Mugello et Imola en fait. Bon, c'est compliqué. À moins qu'on puisse demander, parce que je crois que pour 2027, le Grand Prix de Turquie revient. Je sais pas s'il fait bon en Turquie à cette période de l'année, mais s'il y a moyen de rouler l'Istanbul Park en finale de la saison, je pense qu'il y a un bon bail. Ce que je sais, c'est que l'Istanbul, c'est marginalement plus au sud que le Mugello et Imola. Donc. Après, sinon, on s'emmerde pas, hein. On fout Spa et le Nürburgring respectivement pour les 2 derniers GP de l'année. Et quand il neige, on demande à Pirelli de mettre les pneus qui étaient sur la démo car là, de Max. C'était où? C'était à Kitzbühel? Kitzbühel. Je sais pas parler allemand, monsieur. Ouais, je sais, ouais, ça devait être le focus de la vidéo à la base, mais bon, t'as vu tout le bordel aussi. Non, mais de toute façon, c'est pas un garage talk si je passe pas 10 heures à parler d'autre chose que de la Formule 1 elle-même. Pour ça que la majorité des gens ici s'abonnent, on vous voit. Bon, t'as toujours quelques irréductibles gaulois. Pardon, ça se prononce connard, je crois. C'est nul parce que... C'est bien. Bon, les attentes Honda, Aston Martin, j'ai pas besoin d'en parler, si. Avec New Way aux commandes, on est sur quelque chose d'hyper hypé. Le fait qu'on ait aucune idée des perfs de la voiture parce que le moteur a bouclé à peine une vingtaine de tours, finalement, c'est assez anticlimactique. On sait maintenant que le gros problème pour Honda, il est au niveau de l'hybride. C'est notamment parce que, à la demande de New Way, Honda a fait un battery pack qui est divisé en 2. C'était pour l'intégration châssis. Bon, il y a aussi un truc, c'est que depuis cette année, la batterie doit absolument être dans la cellule de survie. Donc, de base, c'était un peu plus compliqué à gérer. Pour Honda, c'est complètement diabocalyptique. Parce que apparemment, avec le système de montage actuel, le battery pack, il est secoué à mort par des vibrations. Et les vibrations en question foutent la merde. Et apparemment, c'était ça le gros problème qui a gangréné Honda tous les putains d'essais. Notez que je parle ici strictement de ce qui est lié au moteur, donc tout ce qui était lié à la boîte de vitesse, comme quand Lens s'est sorti sur un rétrogradage, là, c'est pas la responsabilité d'Honda. Donc ça, j'en parle pas. Mais on sait qu'il y a des problèmes chez Aston Martin au niveau de la boîte. C'est leur première boîte de vitesse et elle s'est pas encore faite les dents. C'est la 2e fois que je fais cette vanne. Actuellement, Honda fait du VTT. Non, pas du vélo, ils font du Virtual Track Testing pour essayer de reproduire la panne et l'éliminer. Et tout ça, ça fait écho à ce qui est déjà arrivé pour Honda en 2015 et puis en 2017 quand ils ont changé de design, où ils ont passé un temps inimaginable à essayer de reproduire la panne et où ils vont pas y arriver avant un bon moment. Et ensuite, après, il faut pas juste voir d'où vient la panne, il faut la régler. Ah, qu'est-ce que Fernando, il doit être content. Et de ce qu'on a entendu de chez Honda, pour l'instant, oui, Honda savent d'où vient la panne, mais ouais, ce sera pas rapide à régler du tout. Et comme maintenant, en plus, Suzuka, c'est plus la semaine de mon anniversaire, mais en début de saison, Honda vont peut-être encore passer pour des clowns à domicile. Heureusement qu'on roule pas à Fuji, hein, parce que du coup, ils passeraient pour des clowns chez Toyota. Ça le foutrait mal quand même. Mais en plus de la fiabilité, il y a l'interrogation sur les perfs. Parce que bon, il y a eu un truc que j'ai dit dans la dernière vidéo qu'apparemment, New Way avait dit qu'il pouvait pas régénérer les 350 kW nécessaires. Et en fait, c'était très lourdement interprété par plein de parutions sportives. J'aurais dû aller chercher une source primaire, c'est ma faute. En fait, ce qu'il disait, c'est pas que le moteur est strictement incapable de régénérer 350 kW. C'est que là, à Bahreïn, dans l'instant, ils avaient restreint la régène, justement parce que c'est ça qui posait en partie problème. Et le fait de la restreindre, c'était une espèce de tentative d'arrêter l'hémorragie et d'essayer donc d'avoir un moteur qui va couvrir plus de 20 tours. Bon, dans les faits, ça marche pas. Mais malgré tout, si tu peux pas tirer 100% de ta régène parce que ton moteur est pas fiable, la perte de perf est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu résous ton problème de fiabilité, soudainement, bah c'est le jour et la nuit. T'augmentes ton plafond de performance, peut-être tu fais x2. Le problème, c'est qu'on sait pas c'est x2 de combien, en fait. Parce que si Honda a 100% de perf est quand même, genre, un des moteurs les plus faibles de la grille, eh ben ça la fout mal. Et comme dans son infinie sagesse, la FIA a décidé que le développement moteur allait être restreint, parce qu'effectivement, tous les moteurs sont gelés après l'homologation, et toutes les 6 courses, la FIA va réévaluer, donner un index de performance, et si tu es dans certains clous, tu as le droit d'apposer un upgrade. Ok, sinon tu peux les laisser développer leur moteur aussi, avec une cost cap.
C'est pas impossible. Ça, tu vois, c'est un truc qui ne me plaît pas et que je ne comprends pas non plus. Et du coup, ce que ça veut dire, hein, c'est que là, mettons qu'Honda trouve le problème relativement tardivement, finisse par upgrader le moteur, mais que ça vient pas tout de suite, peut-être qu'Honda aura un moteur capable de jouer avec la concu, même pas forcément de gagner, tu vois, qu'à partir de Singapour, au plus tard cette saison. Ouais. Sinon, c'est l'an prochain. Je serais malgré tout surpris qu'Aston Martin ne puisse pas se qualifier en Australie. On a zéro info fiable sur la perf. Un truc que j'arrête pas de vous dire depuis les premiers shakedowns hivernaux. Je serais tout de même sur le cul qu'en Australie, Aston soit pas dans les 107%. Pour ceux qui savent pas la règle des 107%, c'est un truc qui est assez ancien, je crois que ça date de 97, 96. Et en gros, parce que la FIA en avait marre de voir des écarts de 10 secondes entre la P1 et la P24, voire même 26 hein, pour 95, la FIA a mis en place un truc, si tu veux être admis sur la grille, il faut que ton temps soit dans les 107% de la pole position. Cette règle-là a évolué, et maintenant qu'on a un système Q1, Q2, Q3, on a défini qu'on devait être dans les 107% du temps de référence Q1, donc de la pole en Q1. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'année dernière, par exemple en Australie, la pole est en 1 minute 15.1. Le temps de référence Q1, donc la pole en Q1, est de 1 minute 15.9. Donc 107% de ce temps-là, c'est 1 minute 21.2. Ce qui nous laisse 4 ou 5 secondes de marge. Bon, bah on est limite, on est ric-rac. Ah, je suis optimiste, moi, je suis un mec comme ça. Ça va être ultra intéressant à suivre parce qu'il n'y a pas... Allez, mettons que cette année est déjà sacrifiée pour Aston. Mettons, ils s'en foutent. Mettons, Fernando, il est commit, il est en mode, ok, on va jouer long, on va attendre. Si la voiture se développe au fur et à mesure de l'année et qu'ils arrivent pas juste à être dans le top 10, pas juste à être genre présent, mais à être carrément genre trusté, top 5 et peut-être même genre sur la fin de l'année, tout s'est bien passé, ils sont presque niveau podium, tu peux être sûr, Fernando, il va être ok, c'est bon, 2027, on arrive, on casse tout. Papa Stroll, il va être content parce qu'il a forqué mucho billet et qu'il commence enfin à avoir un retour sur investissement dans ce scénario-là. Mais si c'est pas le cas, il y a un monde où à la fin de l'année, on perd Fernando, il y a un monde où à la fin de l'année, on perd Max aussi parce qu'il en a vraiment plein le cul de ce que la Formule 1 devient. Et si derrière, on a Loulou qui fait pas une bonne saison et qui se dit qu'il vaut mieux limiter les frais maintenant, arrêter la casse parce qu'il a un leg à protéger, hein, son nom en Formule 1 veut dire beaucoup, on pourrait se retrouver l'année prochaine avec un seul champion du monde sur la grille, à savoir Norris. À moins que Russell soit champion du monde cette année, et du coup on en aurait deux. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clipitaclip, vous pouvez me suivre absolument partout sauf dans la rue. On est sur YouTube, évidemment, abonnez-vous. On est sur Twitch, on fait des jeux de vroom vroom, on fait des jeux de pas vroom vroom. Twitter, Instagram, voilà. On m'a posé une question récemment, c'est pourquoi il y a du scotch sur le porte-manteau, qui est un porte-scotch. J'utilise tellement de gaffeurs dans une journée que c'est littéralement beaucoup plus pratique pour moi. Là. Que vous sachiez, oui, c'est 3 duct tape et en dessous il y a un double face, mais c'est un double face de moquette. Ouais, c'est fou. Hein. Et mon gaffeur il est pas accroché dessus parce qu'il est dans ma chambre, parce que j'ai dû l'utiliser genre littéralement hier soir. Il me fait penser qu'il va falloir que j'utilise le scotch blanc pour le radiateur là. Bref, j'ai des trucs à faire. C'était Clipitaclip. Bisous. Hilarité. Je viens de en finir. En fait, j'ai coupé. Littéralement à la seconde où j'ai coupé, j'ai refresh Twitter. Selon Motorsport Italie, Aston Martin ne pourrait faire que quelques tours en course en Australie, donc il serait donc bien présent pour la FP1, FP2, FP3 et ferait les qualifs. Mais apparemment, le plan ne serait pas de faire la course dans son intégralité parce qu'il n'y a pas assez de pièces de rechange. Donc, exactement ce dont je parlais la dernière fois quand je disais que je serais surpris qu'ils viennent pas en Australie, et je pense au contraire qu'ils vont prendre le Grand Prix comme une énorme séance de test. Sauf que c'est plus une petite séance de test au final. Bref, je me casse pour de vrai. C'est la planète, c'est jamais vu passer. Nul! C'est trop nul!